qui démarre maintenant. Galeb, à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui en présentiel, mais j'ai quand même insisté à pouvoir participer à la session de Mug. On va parler essentiellement de la solution VMware Security et comment elle peut apporter de la simplicité, de la rapidité, mais aussi apporter une sécurité intelligente pour les infrastructures cloud et les data centers, mais aussi pour la protection des utilisateurs. Alors, prochain slide. Alors, on va partir sur un constat d'abord. On va voir effectivement qu'est-ce qui a fait que la sécurité aujourd'hui présente un challenge pour les entreprises et pour les clients. Au départ, en fait, on était sur un modèle où les applications étaient plutôt simples, en fait, les applications en 3 tiers, plutôt monolithiques, même sur un même serveur. Là où on pouvait très vite apporter en fait de la sécurité périmétrique puisqu'elles étaient installées sur le data center, enfin au niveau de nos data qui sont exposés vers l'extérieur, comment les sécuriser. Bon, ces applications, en fait, ont évolué dans le temps. Si on peut passer au slide suivant, à l'animation suivante. Alors, slide suivant. Oui, merci. Alors, ces applications ont évolué de par leur nature, d'être construites. On voit de plus en plus des applications modernes qui reposent sur une architecture microservice, donc une multiplication de nombre de composants de l'application, une diversité de form factors en fait des charges applicatives qui les supportent, aussi bien en utilisant des bases de données sur des bare metal serveurs, mais aussi en utilisant des composants qui sont déjà existants sur les machines virtuelles, et l'arrivée des conteneurs et l'arrivée aussi de toutes les nouvelles form factors des pods, des Kubernetes et tout ça, fait qu'aujourd'hui, on a cette notion d'application monolithique qui disparaît et qui voit arriver en fait une nouvelle forme des applications. Si on passe au slide suivant, en fait, ces applications qu'on a vues au départ qui étaient dans le data center ne sont plus uniquement modernes, ne sont plus uniquement basées sur des microservices, mais ils sont aussi éclatées sur des infrastructures multiples. Donc, on n'est plus dans un contexte où on avait le data center même qui était l'environnement là où évoluaient nos applications. Ces applications maintenant sont stretchées entre plusieurs data centers, voire même entre des data centers de private cloud et aussi du public cloud, consomment des services au travers des API qui sont en dehors du périmètre de l'entreprise. Et on voit très vite qu'en fait, cette notion de data center qui a évolué a impacté fortement la notion de périmètre. En fait, si on passe au slide suivant, d'un autre côté, en fait, l'utilisateur et l'accès à ces applications par des employés, par des partenaires ou par des clients même, lui-même a évolué. Et les 2 dernières années qu'on a vécues avec la pandémie a accéléré un phénomène de télétravail et de par en fait l'organisation des entreprises par rapport aux connexions des utilisateurs, ou l'accès des utilisateurs à des services au niveau de l'entreprise, ça a chamboulé beaucoup de choses. Et lors d'un entretien avec un des clients avec qui je parlais par rapport à la problématique de télétravail, il a exprimé clairement qu'avant, il avait une vingtaine, une trentaine de périmètres à protéger, là où évoluaient ses applications, mais aussi ses utilisateurs. Et il a vu effectivement ces nombres de périmètres exploser. Il considère à peu près entre 1500 et 2000 périmètres faisant référence à tous les environnements où les utilisateurs vont pouvoir évoluer, leur réseau local devient partie prenante en quelque sorte de l'accès des utilisateurs à ces applications. Dans le slide suivant, on constate aussi que, en fait, par rapport à cette notion de transformation digitale et essentiellement par rapport à l'évolution de l'application des data centers, plateformes, mais aussi aux utilisateurs, que cette notion dont on parlait au départ, une notion de périmètre dans lequel on mettait en fait nos ressources les plus chères et on arrivait à les protéger, a complètement disparu. Elle reste nécessaire pour certaines applications qui continuent à évoluer
utilisateurs, mais aujourd'hui, elle est de moins en moins évidente parce que, en fait, on voit que les services s'éclatent et les applications sont distribuées et parfois elles sont sur des environnements qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qui a chamboulé carrément la façon avec laquelle on gère la sécurité. Un autre phénomène qui a encore créé de la complexité par rapport à la façon avec laquelle on gérait la sécurité, c'est dans le slide suivant, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle la sophistication des attaques. Les attaques ont profité de cette explosion de surface d'exposition des services, de cette diversification des charges applicatives, des formats en quelque sorte des charges applicatives, des environnements, pour effectivement devenir de plus en plus sophistiqués, mais pour aussi bouger latéralement en ayant la capacité d'aller attaquer le maillon le plus faible de la chaîne et de se propager en interne au travers des applications, mais aussi au travers des utilisateurs, pour pouvoir en fait s'infiltrer, pour pouvoir attaquer les ressources les plus critiques, mais aussi de pouvoir en fait exfiltrer des données, faire de l'extorsion, faire du ransomware et ainsi de suite. Tout cela nous amène à une situation là où on a besoin de repenser le modèle de la sécurité. Repenser le modèle de la sécurité veut dire qu'on a besoin d'apporter des services de sécurité au plus proche, en quelque sorte, de tous ces services, aussi bien au niveau applicatif, c'est-à-dire au niveau des différents composants de l'application, au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire les data centers, les private cloud, les managed cloud, mais aussi les public cloud, mais aussi au niveau des utilisateurs. La façon avec laquelle l'utilisateur accède à l'application est un élément pondérant par rapport à la surface d'exposition qu'il représente. Et plusieurs clients aujourd'hui, et on le voit de plus en plus dans les discours des RSSI, on le voit dans les discours aussi des experts en termes de sécurité, pensent essentiellement à un modèle de sécurité basé sur ce qu'on appelle le Zero Trust. Le Zero Trust n'est pas simple en termes de déploiement pour plusieurs raisons. Et si on passe au slide suivant, donc ce qu'on essaye de démontrer ici, c'est quels sont ces challenges par rapport à l'implémentation du Zero Trust. La première, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la surface d'exposition. Elle a explosé et elle s'est agrandie, et de telle façon à ce que c'est devenu très compliqué à gérer en fait cette surface et à la défendre. La deuxième, c'est le nombre de silos qui sont au sein de l'entreprise. Plusieurs équipes se chargent de la sécurité au sein de l'entreprise, et ces équipes ont le même objectif, protéger les utilisateurs, protéger les données, les applications critiques de l'entreprise, mais ils ont une perspective de la sécurité complètement différente, et une perspective, une vue sur le risque qui est complètement différente. On va prendre quelques exemples tout à l'heure. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, la façon avec laquelle la sécurité gère en quelque sorte la protection de l'infrastructure et des applications, c'est orienté essentiellement sur la protection contre les menaces, sans avoir une grande connaissance du contexte dans lequel évolue l'utilisateur d'un côté, mais aussi les applications. Et ce manque de contexte fait qu'aujourd'hui, les solutions de sécurité sont limitées en termes de détection des signaux faibles qui permettent à une attaque de se propager, voire même de créer beaucoup de faux positifs. Et ça, cette notion de contexte, aujourd'hui, VMware a la capacité de la maîtriser parce qu'on représente quand même un socle sur lequel, en fait, on va baser toute la sécurité. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de faire. C'est qu'on essaye de rendre la sécurité plus simple en la proposant en tant que service qui permet de consommer, en fait, la sécurité à partir de l'infrastructure. On essaie de la rendre plus rapide. C'est-à-dire, elle n'est pas tributaire de l'infrastructure. Elle n'est pas tributaire du périmètre de sécurité dans lequel, en fait, les applications vont évoluer ou les utilisateurs. Elle doit permettre, en fait, d'implémenter le Zero Trust au plus proche des éléments à protéger. Et la dernière chose, c'est la rendre plus intelligente. C'est-à-dire qu'on peut profiter de la visibilité du contexte et de l'analytics qu'on peut récupérer pour pouvoir en fait apporter en fait une sécurité plus intelligente. Alors, on va essayer de regarder ça un peu plus près sur le slide suivant, s'il vous plaît, sur comment cela peut se décliner. Alors, ça peut se décliner sur plusieurs éléments qu'on voit sur l'écran, mais aussi au travers d'une offre qui permet d'adresser aussi bien les besoins de chacune des équipes. Donc, on peut avoir des solutions donc, attribuées ou qui répondent à un besoin spécifique, comme on le verra dans l'animation suivante. Là où on va avoir, si on peut jouer toute l'animation, ça pourrait être plus simple, comme ça, pour que tout le monde le voit. Voilà, encore, jusqu'à ce que toutes les bulles apparaissent. Voilà.
Encore. Il y en a. Voilà, merci. En fait, on va avoir des solutions qui vont me permettre de répondre à un besoin d'équipe, qui vont répondre en fait aux besoins de chaque équipe et en fait, on va avoir aussi des capacités de sécurité qui sont intégrées de facto dans l'infrastructure, ce qui permet de répondre à un besoin d'une sécurité distribuée et aussi à une sécurité des applications et des utilisateurs. Si on passe au slide suivant, alors principalement la stratégie de VMware, c'est d'apporter de la sécurité pour les différents environnements cloud, donc ce qu'on appelle l'infrastructure multi-cloud, par rapport aux charges applicatives, donc par rapport aux applications et les différentes charges applicatives, mais aussi par rapport aux équipements des utilisateurs, notamment sur lesquels ils vont accéder aux services. Et d'un deuxième côté, on va avoir aussi un besoin de sécurité sur la partie réseau et la partie essentiellement accès des utilisateurs aux applications. On va voir sur les slides suivants les différents use cases qu'on essaie d'adresser. Donc, si on parle essentiellement de la partie multi-cloud et la transformation du multi-cloud, VMware Cloud Foundation, c'est aujourd'hui la solution qui est utilisée par plusieurs clients au sein de leur data center comme une infrastructure convergée, mais aussi par tous les partenaires VMware Cloud Partners qui bâtissent leur cloud managé ou leur cloud public pour héberger des infrastructures et des applications des clients. Et VMware Cloud Foundation, c'est aussi la même base sur laquelle on va avoir des offres VMware sur des clouds publics tels que VMware Cloud en AWS ou Azure ou Google. Et l'idée, c'est de dire, en fait, c'est aujourd'hui, VMware Cloud Foundation, c'est la seule infrastructure, c'est la seule plateforme qui est capable d'intégrer autant de capacités de sécurité, que ce soit au niveau du compute, pour l'isolation des machines virtuelles entre elles, la partie encryption, la partie aussi vSphere Trust Authority pour valider que la plateforme est une source de vérité immuable et qu'on peut effectivement faire confiance à l'exécution des applications au-dessus de ces plateformes-là, que ce soit au niveau du réseau, dont on parlera un peu plus tard, avec les concepts de microsegmentation, du firewall niveau 7, mais aussi de la partie IDS, IPS distribuée et la partie Network Detection and Response, incluant l'analyse de trafic réseau et la détection de comportements suspects, que ce soit aussi par rapport à la validation des charges applicatives avec la solution Carbon Black dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, mais essentiellement pour pouvoir apporter de la visibilité sur l'état et la posture de la charge applicative en termes de vulnérabilité, de pouvoir valider aussi, de pouvoir auditer ces charges applicatives si elles sont conformes par rapport à la solution, par rapport au framework de sécurité et d'apporter de la protection aussi. Donc, ça de ce qu'on appelle la partie VMware Cloud Foundation. Quand il s'agit d'héberger des applications qui sont dans le cloud natif du AWS, Google ou Azure, VMware apporte une solution qui permet d'avoir une visibilité 360 sur ces hyperscalers, ces infrastructures hyperscalers, et de pouvoir avoir une cartographie de tous les services consommés par les métiers. Et notamment, en cas de vulnérabilité ou en cas probablement de déviation par rapport à la politique de sécurité, il y a effectivement une alerte qui est remontée pour les équipes de sécurité, mais aussi pour l'équipe business, et un calcul de risque et calcul de rapport à tous les services connexes qui sont aujourd'hui connectés à ce composant qui pourrait être vulnérable. La deuxième chose qui est importante, c'est que aussi on apporte de la remédiation, c'est-à-dire si on peut s'inscrire dans un site CI/CD, là où effectivement, quand on voit qu'une application ou un module ou une d'application qui va être déployée n'est pas conforme par rapport à la politique de sécurité, on peut très vite apporter de la remédiation avec ces composants-là pour pouvoir en fait soit faire de la correction automatique ou faire de la remédiation manuelle en informant le business que effectivement le modèle de l'application ne correspond pas au framework de sécurité ou à la politique de sécurité. Il va falloir remédier en leur donnant les mesures à appliquer. Si on passe au slide suivant, on va rentrer un tout petit peu plus, on va zoomer sur la partie network. Sur la partie network aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui communément connu comme la sécurité réseau a évolué entre les fonctionnalités de firewall classiques qui ont évolué jusqu'au niveau 7,
certains modèles qui apportent aussi de la microseg, avec aussi des besoins en termes d'IDS-IPS pour pouvoir détecter sur le flux légitime quelles sont les attaques qui sont détectées, mais aussi sur la partie sandboxing et NTA pour pouvoir augmenter la capacité de détection de tout ce qui est zero day, de tout ce qui est malware qui pourrait s'infiltrer, qui pourrait effectivement effectuer des mouvements latéraux à l'intérieur du réseau. Et par rapport à toutes ces capacités, aujourd'hui, sur le slide suivant, s'il vous plaît, on va voir que NSX apporte une réponse complète au niveau de la solution VMware pour la sécurité au niveau du réseau. Aussi bien sur le côté firewall pour rapprocher les contrôles au plus proche des charges applicatives, quel que soit le type de charge applicative, ça peut être du cloud privé, du cloud public, basé sur du VMware, mais aussi sur du cloud natif, que ce soit par rapport à des conteneurs, que ce soit par rapport à des bare metal serveurs ou des machines virtuelles, sur le principe de microsegmentation qui nous apporte la capacité d'inspecter chaque paquet. Et cette inspection de chaque paquet n'est pas uniquement au niveau du firewall, parce qu'elle va évoluer aussi par rapport à la fonction d'IDS-IPS. Et donc, on est capable aujourd'hui de ne pas avoir d'angle mort au niveau de notre infrastructure, sans être dépendant de l'infrastructure physique, donc de la connectique physique au niveau des applications, et l'application peut migrer d'un endroit à un autre, elle aura toujours la même politique de sécurité qui la suivra. Ça simplifie particulièrement la gestion d'une politique de sécurité dans laquelle on va pouvoir inscrire en fait tous les éléments des applications ou des data centers ou du cloud pour apporter le niveau de protection nécessaire. On a augmenté ces capacités de distribuer d'IDS-IPS par des fonctionnalités de Network Traffic Analysis, la partie NTA, et de Sandboxing suite à l'acquisition de la solution Lastline. Et on est capable aujourd'hui d'apporter une visibilité large sur les attaques sophistiquées et une compagnie d'attaque pour pouvoir permettre aux équipes SOC de se focaliser sur les éléments qui ont été compromis et arrêter la kill chain avant qu'elle ne se propage vers les ressources les plus critiques. Si on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on a parlé de cette notion de sécurité en microsegmentation. Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à un modèle classique qu'on voit ici, là où effectivement le flux doit traverser un firewall ou un IDS pour pouvoir être inspecté. Généralement, ça constitue ce qu'on appelle un bottleneck, c'est-à-dire c'est là où un goulot d'étranglement, tout le trafic qui passe, et à chaque fois qu'on a besoin de plus de performance, on est obligé de changer de boîtier. Mais c'est aussi une complexité parce qu'en fait, il va falloir traiter un trafic. Si on veut le traiter traiter tout le trafic qui existe sur le réseau, il va falloir en fait faire du traffic engineering pour savoir où est-ce qu'on place les boîtiers et quand l'application migre d'un host à un autre, est-ce qu'elle est dans la bonne zone et tout ça. Si on passe sur le slide suivant, en fait, on voit que cette fonction de firewall vers laquelle en fait on faisait traverser tout le trafic pour arriver jusqu'au boîtier pour pouvoir dire par exemple que ce trafic est interdit, on l'a distribué au niveau des différents hosts. Et ce qui permet tout simplement de dire, à travers cette capacité, on va permettre en fait à chaque VM de pouvoir avoir au niveau de chaque carte unique les règles firewall qui permettent de filtrer le trafic à la sortie et à l'entrée de cette carte. Ce qui est intéressant, si on passe à l'animation suivante, c'est que on voit que cette fonction est intégrée au niveau de l'hypervisor. Ce n'est pas à installer dans la VM. On n'est pas du système d'exploitation ou voire même de la form factor de la charge applicative. Et en plus, on n'est pas dans la zone de compromission, auquel cas, comme on le voit sur plusieurs types d'attaques aujourd'hui, la première chose qu'un malware va faire, c'est essayer de désactiver les mécanismes de sécurité. Et ça, c'est un point très important parce que ça ne fait pas qu'on est tributaire d'une autre équipe en termes de sécurité réseau pour pouvoir installer l'agent ou d'un utilisateur qui pourrait avoir des droits administrateurs qui désactive pour la première occasion où il a envie la sécurité pour pouvoir aller sur Internet ou autre. La deuxième chose, si on passe au slide suivant, la deuxième chose qu'on peut apporter, c'est cette simplicité et cette capacité à déployer la sécurité comme si on était sur en fait 3 phases simples en fait. La première étape, c'est réduire la surface d'exposition dont on parlait au départ. Et cette réduction de surface d'exposition, c'est juste en créant des security groups pour créer des frontières logiques autour des applications et ne laisser passer que le trafic légitime, puisque les contrôles sont faits au plus proche des charges applicatives. Il reste quand même un trafic qui passe, et ce trafic, on va pouvoir l'inspecter avec la fonction d'IDS-IPS, sans changement d'infrastructure, sans changement quoi que ce soit dans les capacités de notre réseau ou de nos serveurs. Et on va pouvoir activer l'IDS-IPS pour pouvoir faire de l'inspection sur le trafic restant
auquel cas, s'il y a une signature qui match, on pourrait prendre une action d'alerte ou même de blocage. Et la dernière composante, c'est de pouvoir aussi apporter de l'intelligence. L'intelligence dans l'analyse de tous les événements qui peuvent arriver au niveau du réseau, mais aussi par rapport aux signaux qui ont été détectés par rapport à aux signatures IDS-IPS, et la capacité de sandboxing pour pouvoir corréler tous ces éléments-là et représenter la campagne d'attaque auquel on peut faire face et pouvoir agir au plus proche de l'élément compromis et de ne pas perdre de temps en termes d'analyse et en termes d'investigation. Ça, c'est les 3 points essentiels que la partie NSX Security apporte aujourd'hui aux clients par rapport à leur environnement multi-cloud, data center, cloud privé, cloud managé ou même du cloud public. Essentiellement basé sur les technologies VMware. Alors, si on passe sur la partie protection des charges applicatives. Alors, la protection des charges applicatives, on va prendre un modèle sur le slide suivant qui émane effectivement des référentiels NIST, par exemple. Là, on a besoin d'abord de faire de la détection, de la prévention et aussi de la remédiation. Et on voit que la solution aujourd'hui VMware apporte aussi bien les capacités de DR, mais apporte aussi des capacités de remédiation, des capacités de next-gen antivirus, de protection, y compris des capacités de scan de vulnérabilité pour permettre en fait d'identifier la posture de sécurité de chacune des charges applicatives sur lesquelles résident nos applications. Cela est aussi disponible pour les endpoints, c'est-à-dire on va pouvoir déployer Carbon Black aussi bien sur du bare metal server, dans un environnement où là on a des machines virtuelles, dans du VMware Cloud en AWS par exemple, mais aussi dans des environnements là où on va trouver des postes de travail VDI et même vers le poste de travail de l'utilisateur lui-même. Si on passe au slide suivant, la particularité de Cloud Workload Protection de Carbon Black dans un environnement VMware, c'est qu'on va pouvoir déployer l'agent Carbon Black directement à partir de l'hypervisor et à partir de l'utilisation des VM Tools. Le slide suivant présente une animation qui vous montre exactement comment cela s'opère et ça permet en fait de faciliter le déploiement de la solution sans avoir besoin des droits administrateurs sur les charges applicatives puisque l'équipe infra va pouvoir déployer en fait cette charge mais elle va la fournir aux métiers qui vont avoir des droits différents et qui vont probablement changer de mot de passe et là on est dans un ping-pong entre les équipes de sécurité et les équipes réseau. Sur la partie, si on passe au slide suivant, voilà. Donc là, on a la capacité tout simplement à partir du vCenter d'activer, en fait, si on clique encore une fois, merci. Ouais, merci. Donc là, on va avoir la capacité d'activer Carbon Black directement à partir de l'interface de vCenter. Et on va voir en fait que dès que Carbon Black est activé et disponible, on a tout de suite une visibilité sur l'état de vulnérabilité de toutes les charges applicatives. Et ça permet, en d'autres termes, pour les équipes d'infra, de savoir qu'est-ce qui s'exécute sur leur infrastructure et de permettre aussi d'avoir la main pour pouvoir dire bah, cette charge applicative, elle est plutôt conforme par rapport à la politique de sécurité au niveau requis, ou elle est plutôt non conforme et donc je peux alerter les équipes système pour pouvoir patcher et ainsi de suite. Le slide suivant, s'il vous plaît. On va parler essentiellement de la partie end-user. Sur la partie end-user, ce qu'on va avoir, c'est cette notion de Zero Trust qui est apportée par une combinaison de Workspace ONE Access, qui gère les accès des utilisateurs sur les devices, qui gère les devices, mais qui va aussi, au travers de Workspace ONE Intelligence, et l'intégration avec Carbon Black, apporter la capacité de changer les droits d'accès en fait, des utilisateurs aux applications qui sont dans le data center ou dans le cloud, en fonction de leur posture de sécurité. Et très vite, on va pouvoir réconcilier aussi bien le niveau de protection avec Carbon Black et Workspace ONE que l'expérience utilisateur. On va pouvoir permettre à l'utilisateur de faire du single sign-on sur des applications auxquelles il a le droit d'accéder sans forcément l'empêcher à chaque fois lui faire un pop-up de multifactor authentication. Mais dès que la posture de l'utilisateur ou de son équipement change,
l'équipement devient vulnérable, l'équipement a téléchargé une pièce jointe compromise, l'équipement où l'utilisateur a cliqué sur un lien de phishing qui effectivement génère une activité suspecte sur le poste, le score risque de ce poste et de cet utilisateur évolue et automatiquement on active l'application de workflow qui ont été définis par l'équipe de sécurité dès le départ pour pouvoir changer l'authentification de l'utilisateur, donc auquel cas présenter du multi-factor authentication, voire même le mettre en mode rémédiation ou le déconnecter complètement de la ressource. Et ça permet en fait d'avoir pour les employés et pour les différents utilisateurs au niveau de l'entreprise le meilleur de demande entre la meilleure expérience utilisateur et la protection apportée au niveau de leur poste de travail. Sur le slide suivant, s'il vous plaît, l'idée c'est aussi de dire plein de clients aujourd'hui se posent la question de comment je peux sécuriser les utilisateurs au plus proche de leur point d'accès, sans avoir à déployer un arsenal de sécurité, un arsenal d'outils pour leur permettre d'accéder à des services qui, in fine, ne sont pas forcément hébergés dans le data center, ils sont dans le cloud. Et c'est de là, en fait, où les solutions SASI, aujourd'hui Secure Access Service Edge, se sont développées pour permettre, en fait, d'offrir un service de connectivité pour améliorer l'expérience utilisateur quand il accède à des ressources qui sont soit dans le data center ou dans le cloud, mais aussi de sécurité au plus proche. Et l'offre VMware SASI se base essentiellement sur des solutions leaders du marché, notamment aujourd'hui qui sont éditées par VMware, notamment la solution Velo Cloud, aujourd'hui pour la partie SD-WAN, qui va gérer la connectivité entre différents sites mais aussi vers les data centers. La solution Workspace ONE qui va nous permettre en fait d'avoir cette posture et cette gestion d'utilisateur et d'établir le tunnel avec l'utilisateur et le poste de l'utilisateur, voire même par app VPN pour pouvoir laisser l'accès juste aux applications métiers vers les ressources métiers, mais aussi la solution Cloud Secure Web Gateway vers laquelle on va pouvoir offrir à l'utilisateur du safe browsing auquel, effectivement, s'il y a une compromission, on va la bloquer au niveau de la solution SASI, au niveau du PUB, pour qu'elle n'impacte pas le poste utilisateur. Et de cette façon, on n'a plus à avoir en fait un compromis entre le fait de faire un tunnel pour tout le trafic qui va vers le data center pour faire du filtrage, ou bien du split tunneling, auquel cas le split tunneling permet à l'utilisateur d'accéder à des ressources très rapidement sans passer par le data center, mais il est exposé sur Internet parce que tout simplement le trafic qui va vers Internet, lui, il n'est pas inspecté. Sur le slide suivant, on va parler essentiellement, on va récapituler en fait tout ce qu'on vient de dire en fait. Aujourd'hui, la sécurité qu'on propose, c'est d'apporter une sécurité distribuée, aussi bien pour les utilisateurs que pour les applications dans différents environnements multi-cloud. C'est une sécurité qui doit être consommée au même titre que le compute, que le storage, que la connectivité réseau. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour que la sécurité ne soit pas un service que les applications et les utilisateurs consomment, qu'elle doit être rapide et permet une réactivité rapide par rapport à une menace et pouvoir appliquer les ajustements et l'adaptation de la politique de sécurité, mais aussi de répondre à l'agilité business. Et qu'elle soit intelligente pour pouvoir prendre connaissance de tout ce qui se passe en termes de contexte par rapport aux différentes solutions qu'on propose et de pouvoir habilement et rapidement adapter le niveau de protection, que ce soit pour les applications ou les utilisateurs. Voilà, avec cette dernière conclusion, on arrive à la fin de la présentation. Et je vous remercie pour votre attention et désolé pour avoir dépassé de 5 minutes.